you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de cette rentrée littéraire, un livre assez différent de ce qu'on a pu lire traditionnellement, pas si différent du premier, mais on va sans doute en parler un petit peu. En tout cas, moi je suis très heureux de recevoir Gauze, qui a une tournée absolument incroyable en France, partout, qui court dans tous les sens, et qui daigne faire un petit stop à Bergerac. Ma foi, moi je suis très heureux. On va commencer tout de suite. Comme vous le savez, on va un petit peu changer autour du livre. On va essayer d'en raconter. On va essayer d'en raconter pas trop quand même sur le livre pour laisser du plaisir à ceux qui n'ont pas encore fini. Tu veux que je te montre une technique? Prends ton téléphone, mets-le en mode dictaphone, pose-le là. Je fais un petit clap, tu synchronises après. J'ai pas le téléphone. Je parle pas assez fort? Ouais, il parle pas assez fort. Il peut faire un effort, il va parler fort. Tout le monde a des téléphones. Il en a, t'inquiète. Non, mais je vais faire un petit Ça marche effort très en bien, notamment pour c'est ceux qui incroyable, font ça marche bien longtemps. ce truc. Alors la voix de Gauze va porter un petit peu plus que la mienne. Je vais faire un petit effort. Alors on commence tout de suite, on parle un petit peu de Camarade Papa. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu l'ouvrage? Ah non. Non. Ils sont graves, ils sont... Mais non, mais attends, tu travailles 4 ans pour écrire un bouquin. Tu fais des efforts, tu fais des jolies phrases et tout ça. Tu viens, bim, ils lisent quoi, et puis ils te disent ah, peux-tu nous évoquer cet ouvrage? Non, c'est infernal. Ah oui. Alors, attends, je vais te l'évoquer. Écoutez, j'ai écrit un bouquin vachement bien. Et très bien, et puis... mais il est super, vraiment. Mais là, si vous voulez, on peut parler d'autre chose. Alors on va commencer juste par le premier chapitre, qui a été vraiment celui qui a été le plus marquant pour moi. Où on suit ce jeune garçon, qui parle, enfin qui écrit, ou en l'occurrence tu écris comme il parle, avec une très belle finesse. On a vraiment l'impression de suivre un jeune garçon qui décrit tout ce qui l'entoure. Ce jeune garçon a quand même quelques tics de langage assez surprenants. Il va parler, par exemple, de lutte des classes quand ils se bagarrent dans un cours de récréation. Ça va être les camarades de classe aussi. Il y a même un mot très gentil pour sa maman. Avec une putain de socialiste. Une putain de socialiste. Alors pourquoi ce jeune garçon parle comme ça? Alors, bon, d'abord, pour commencer, c'est un clin d'œil avoué et assumé au Momo de La vie devant soi, de Romain Gary. Je ne veux pas dire qu'il parle comme lui, mais l'idée qu'on pouvait s'approprier la langue, en fait, et la tordre dans tous les sens comme ça, et la mettre dans un livre, dans une langue livresque, c'est vraiment lui, c'est vraiment Romain Gary quoi, qui met la souffle. Parce que de toute façon, à Abidjan, où j'ai grandi, où je suis né et où j'ai grandi, la langue, on la plie dans tous les sens. On a vraiment l'habitude de ne pas avoir de porter de gants avec elle, parce qu'elle est pataude. Le français est assez pâteau. Il est arrivé sur la plage de Grand-Bassam, un peu lourd comme un hippopotame, comme ça, avec des grands subjonctifs, des imparfaits incroyables, des passés simples un peu obséquieux, comme ça. On voit bien que, c'est plus tard que j'ai compris que cette langue-là venait du 16e arrondissement, et qu'elle ne venait pas vraiment de la France, en fait. Donc il est arrivé pâteau un peu en Afrique. Et alors que les langues chez nous, elles sont très vives en fait, très vives, très nombreuses aussi, très diverses, très vives. Et on grandit en permanence avec le challenge de la langue. Moi, il y a 5 langues sur le chemin de l'école quand j'ai 4 ans pour partir. Là, le vendeur de chaussures parle pas la même langue que la vendeuse de beignets qui elle-même ne parle pas la même langue
Ça, c'est très fréquent. On a tous peur d'être encore devant. Non, je pas peur. C'est pour ça qu'il y a des places vides devant. Ouais, C'est c'est tout. le truc de l'école, c'est incroyable. Hein. Là, même maintenant encore, il y a toujours 2 places vides, 2 ou 3 places vides, parce que comme si, au fond, c'est toujours plein. Et donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a 60 langues. 60 langues. Au Cameroun, il y en a 250. Au Congo, il y en a 4000. 4000. C'est pas des patois, c'est pas des accents. Des fois, ce sont des aires culturelles complètement différentes. Donc, on a l'habitude de dealer, d'arbitrer avec le voisin dans notre façon de parler. Et la première des grosses choses que fait la colonisation, c'est d'agglutiner tout le monde dans des villes. Ça allait encore il y a 200 ans, quand vous êtes tous éparpillés dans des villages et que finalement les occasions de se rencontrer sont exceptionnelles ou bien sont liées à des rites ou des choses comme ça. Mais quand la vie vous ramène tous dans une ville, il y a un arbitrage à faire autour de la langue. Donc même si c'est le français n'est pas du tout une langue étrangère, c'est même pas la langue de l'étranger, puisqu'on considère la langue, c'est un truc naturel, quoi. Et donc dans ces villes-là, bon, très tôt les gens ils ont appris à arbitrer le langage entre les uns et les autres. Et donc quelqu'un de la communauté de ma grand-mère, qui est les BT par exemple, parle le français qui n'est pas de la même manière que les Malinqués, qui eux-mêmes ne parlent pas le français de la même manière que les Akans, etc., etc. Donc vraiment, on est dans ce melting langagier, là. Pour le coup, il y a ça. Et puis chaque ville finit par fabriquer sa langue. Chaque quartier finit par fabriquer sa langue. On rajoute encore une autre couche. Donc si en plus, comme mon père qui était instituteur, tu changes de ville toutes les 2 ans, donc tu changes quasiment de langue tous les 2 ans. Donc nous tous, quand je dis nous pour le coup, j'englobe toute l'Afrique, depuis Alger jusqu'au Cap. Toute cette Afrique très, très diverse là, je fais une généralité. Donc nous tous, on a vraiment une conception assez plastique du langage. Donc en plus, comme on est en permanence dans l'oralité, on fait la distinction entre la langue de dehors et puis la langue de l'école. D'accord ? La langue de l'école, c'est celle qu'on nous envoie du 16e arrondissement. Effectivement, c'est pas une autre langue, hein, c'est vraiment ça. Celle de l'intelligentsia, de la bourgeoisie. Là, ces 4 derniers mois, là, je squatte l'appart d'un pote dans le 16e. Ils sont tous là-bas, les noms de rue. Tous les gars qui sont dans la bibliothèque, là, ils sont là-bas, quoi. C'est dingue. J'habite à côté de la bibliothèque Musset, par exemple. Ils sont tous là. Mais ça, c'est des choses dont je ne me rendais pas compte quand tu grandis là-bas. Mais ils sont vraiment là-bas, quoi. Et donc, c'est vraiment leur langue à eux, c'est pas le français. C'est hyper important de le souligner. C'est pas le français, c'est leur langue à eux. Cette langue de l'Académie de Saint-Germain-des-Prés, c'est codifié de façon différente de l'autre langue, qui est celle que tout le monde parle, le langage populaire. Donc le langage populaire au sens marxiste du terme. Donc ouvriers, petits employés, etc. etc. Et c'est pas du tout la même langue. Et celle-là a du mal à sortir du truc, à sortir de ses livres. Elle a du mal à sortir de ses livres. Donc on a les moyens, hein, de parler comme elle. On a les moyens de parler comme elle, puisqu'on va à l'école. On va à l'école de la République et tout ça. On a les moyens de parler comme elle. Ce sont eux qu'on nous donne comme référence. Et ça marche pour ici. Mais quand le français va se promener à 6000 km de là, dans d'autres civilisations, tu commences à avoir, moi j'ai systématiquement du recul par rapport à ça, alors que pas les gens d'ici. Donc moi je peux parler de ça, je peux parler comme ça, ce que je dis là. C'est pas de la clairvoyance particulière, c'est juste du recul. C'est juste du recul, parce que je ne considère pas que c'est la seule langue que j'ai. Je ne considère pas ça comme un trésor unique. Ce que je considère comme un trésor, c'est ma capacité à parler aux
aux autres humains. Ça, je considère ça comme un trésor. Et ça ne passe pas forcément par cette langue bien codifiée. Comment ça, tu te rapproches beaucoup du mouvement de la négritude, notamment? Absolument pas. Ouais. Absolument, absolument pas. Parce que Césaire, Senghor, moi j'y ai beaucoup pensé. Hein. Ben non, absolument pas. Absolument pas. Ouh là là. Ah non, mais tant mieux. Ce sont les dépositaires tropicaux de cette bourgeoisie langagière. Non. Mais vraiment, hein, la négritude, Oui. c'est les gars du 16e, quoi. C'est la Normandie. C'est Aimé Césaire, c'est le lycée Schœlcher. Sévère avec eux. Ah ben oui, tu sais pourquoi je suis sévère avec eux? Parce qu'ils n'ont pas, eu une pensée historique. Ils ont une pensée vraiment contextuelle. Ils ont cherché à faire du bruit en face du bruit qui était devant eux. Le bruit qui était devant eux, c'est celui qui disait, c'était un faux bruit d'ailleurs, qui disait, bon, nous on est les blancs, on est les supérieurs, vous êtes les noirs, un peu, voilà, on vous domine, c'est ça quoi. Ils ont regardé ça, quoi. Ils ont été subjugués, comme toute la planète a été subjuguée par le capitalisme, ils ont été subjugués par le bruit, ils n'ont pas entendu les voix. Ils n'ont pas entendu les voix, celles qui disent qu'on s'en fout de ta couleur, ce qui compte, ce qui se passe là, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'exploitation de ressources, de partage de richesses. Voilà, c'est pas de la poésie, hein, ça. C'est pas du tout Césaire. C'est pas du tout Césaire. Tu vois, donc, ils se sont évertués à prouver aux autres, au bruit en face, qu'ils pouvaient faire le même bruit qu'eux. Ils ont une langue très enlevée. Quand même, ouais. beaucoup inspiré. Bah oui. Dans l'oralité, Ça, une c'est posture vrai. politique qui est assez proche de la tienne. Marxiste? Senghor? Non. Mais Césaire, non. Césaire, il s'est couché devant le style. Césaire n'est pas du... Mais rien. Les Antilles ne sont pas indépendantes. Barbade, Trinidad et Tobago sont indépendants. Trinidad et Tobago, ils sont 22 dans sur l'île. Tu vois? Mais pas la Martinique, quoi. Non. Tu vois, c'est fondamental. Donc, il n'a pas eu cette perspective historique. Ce roman-là, je le dédie à René Ménil. Oui. René Ménil, c'est l'anti-Césaire. C'est le créateur fondateur du Parti communiste, du PCM, Parti communiste martiniquais. Et lui, déjà, ils avaient 20 ans. Tu vois, on peut pas le soupçonner de... Ça avait 20 ans déjà à l'époque, il disait... Ah non, mais il est tout ce qu'il y a de plus brassé. Moi, je ne dis pas métis. Métis, c'est un terme raciste, ou racial, ou racialisé. Il est tout ce qu'il y a de plus mélano-brassé, de plus culturellement brassé, quoi. Et déjà, il dit, à cette époque-là, en Martinique, des années 30, lui et sa bande de copains, ils créent une revue qui s'appelle Légitime Défense. Comme par hasard, c'est la seule revue qui a été censurée par l'administration coloniale en Martinique. Pas les trucs, les cahiers nègres de Césaire, hein, mais Légitime Défense, oui, tu sais, j'ai un exemplaire de Légitime Défense. C'est pas par hasard que j'ai dédié ce truc-là. Le raisonnement est simple, aussi simple que le bruit qui est en face d'eux. Le bruit qui est en face dit, blablabla, au nom de l'accaparement de la richesse, ce bruit-là dit, les blancs sont supérieurs, globalement les noirs sont inférieurs, voilà, c'est ça à peu près que ça dit, hein. C'est super simple. Et eux ils disent, ouais d'accord, tu peux dire ça, moi j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas vrai. Et tout le monde le sait. J'ai pas à te démontrer ça. J'ai pas à te démontrer ça, l'humanité n'est pas discutable, n'est pas négociable. Même en termes de... C'est pas possible. Donc j'en ai rien à foutre en fait. Tu vas pas m'envoyer dans ce faux débat. Mes copains et moi on a compris en fait. C'est un vrai problème de classe. Ici, le béquet il est blanc. C'est pas une couleur. C'est une manière de se comporter. C'est une manière d'accaparer les richesses. Si on est dépendant de la métropole, si on est dépendant d'eux, c'est pas à cause de la couleur, c'est à cause du poids historique du capitalisme. C'est à cause des maisons de commerce, les vendeurs de sucre, etc. Ces trucs ridicules pour lesquels on a mis en esclavage pendant 400 ans presque 100 millions de personnes, de génération en génération.
au nom du sucre, du tabac, du café, du poivre. Vous rigolez ou quoi? À un moment donné, tu vois, donc René Ménil et sa bande, ils créent Légitime Défense et ils font des poèmes. Ils écrivent des poèmes, ils écrivent des textes incroyables. Ils font l'apologie du jazz, de la beauté des sculptures, des statuettes nègres de l'époque. Ils font l'apologie du ravissement. Voilà. Là, ça devient intéressant. Parce que la chose qui réunit le plus tous les êtres humains sur la planète, et ça encore, c'est pas négociable, c'est pas la connerie, hein, contrairement à ce que les raccourcis télévisés disent, c'est l'intelligence. L'intelligence. C'est un truc de dingue. On peut transformer n'importe quel humain en n'importe quel savant. N'importe lequel d'entre nous. Sauf maladie génétique grave, ou dans les deux sens d'ailleurs. Ce genre, il est trop super intelligent, ou bien il est trop débile, quoi. Mais à part ça, on peut transformer. C'est pas de la poésie ce que je raconte. C'est physiologique. Tout simplement, quoi. Ce qui nous réunit le plus entre nous, c'est notre capacité d'intelligence. Donc, et ça marche avec le ravissement systématiquement. Pied gauche, pied droit. On apprend la poésie facilement parce que ça fabrique de l'émotion. Et par exemple, et que ça génère de la capacité mémorielle. Voilà. Sentiment, technique. C'est ça le ravissement. Et ça, tout le monde partage ça. Et donc, c'est ça leur plan de bataille révolutionnaire. On voit que les pauvres administrateurs de merde, ils n'avaient pas compris ce truc-là. Ils ont jugé ça dangereux. Parce que les gars, ils ont dit, on est communiste. Ils ont créé le parti. Oh là, attention, communiste, oulala. C'est une idéologie. Comme une autre. Hein. Tu vois, et on en fait, l'idéal, on en fait ce qu'on veut, mais déjà, on est en 1930. On n'a pas encore Staline, vraiment, quoi. Mais ils sont déjà complètement paniqués. Parce que, effectivement, c'est pas de l'idéologie qu'ils défendent, c'est la capacité de bouffer, d'être hégémonique, quoi, c'est tout. C'est tout, c'est rien d'autre que ça. Et donc, eux, ils voient ça. Et puis ils disent, non, votre couleur, on s'en fout. La couleur de la peau, on s'en fout. Et on n'a pas à vous démontrer qu'on est intelligent. On n'a pas à vous démontrer qu'on sait faire des politiques. Et c'est exactement ce que le contraire que font Césaire et Senghor. Mais alors, donc du coup, à vous entendre, c'est plus vers Frantz Fanon que vous tournez, peau noire, masque blanc, Fanon. Alors, oui, allez-y. Oui. Mais j'allais en venir. Je parle un peu de Fanon. Le gamin, il parle de Fanon. Il parle du docteur qui soigne les fous d'Algérie. Alors, donc, Fanon, justement, Fanon est un héritier. C'est un héritier de René Ménil plus que de Césaire. Ah oui. Et Fanon, à la fin de sa vie, quand il apprend qu'il a le cancer, pouf, ça tourne dans sa tête. Il dit, je me suis planté. Pas sur peau noire, masque blanc. Il dit, c'était une perte de temps. C'est dingue, hein? Il a dit, peau noire, masque blanc, c'était une perte de temps. Il écrit les damnés de la terre. Et pourtant, c'est une référence d'émancipation. Oui, bien sûr, pour tout. Mais forcément, c'est comme Senghor. C'est une référence d'émancipation. Comme Césaire et tout ça. Fanon dit, j'ai perdu du temps. Il ne dit pas que ce que j'ai fait est mauvais. J'ai perdu du temps. À démontrer, tu vois, à casser les mécanismes. Tu sais, le processus de Derrida à la déconstruction, c'est un truc de bourgeois. C'est en fait de gens qui ont le temps, tu sais, ils ont le temps, quoi. Ils ont le temps, ils ont les moyens et tout ça. Nous, on est dans une urgence révolutionnaire pour changer les choses. Donc, ils fabriquent les damnés de la terre, qui étaient purement marxistes, en ramenant le truc. Ah non, en fait, c'est la vraie question, c'est comment on produit ensemble, intelligemment, et comment on partage les richesses que ça donne. C'est tout. C'est super simple. C'est tellement simple que c'en est beau, quoi. Alors, donc, le processus de bourgeoisisation de ces élites-là, on le voit, hein, dans leur langage, on le voit. Ils ont des références incroyables. Ils utilisent
en fait, ils exotisent, ils s'exotisent eux-mêmes auprès des gens auprès desquels ils ont envie de paraître bien. Ils ont envie de dire aux grands profs de littérature blanc, regarde, mais moi je suis vachement bien. Mais mes potes et moi, on sait faire de la poésie. C'est vrai, c'était joli, c'est une esthétique incroyable. Mais pour moi, c'était une esthétique sans portée historique. C'est pour ça que je les conchis régulièrement. Je leur crache dessus régulièrement. Toute situation hégémonique fabrique sa bourgeoisie locale. Toutes. C'est pareil. Si on avait les Mongols là, qui ont colonisé Gengis Khan et sa bande, qui ont colonisé les 3/4 de l'Europe, bah, on dit bien caucasien. La Bretagne, c'est pas la Caucase. Mais là-bas, on parle de caucasien. C'est que c'est Gengis Khan et sa bande là, ils se sont répandus dans l'Europe, ils ont colonisé pas mal, ou bien les Romains, Alexandre le Grand, quand il va en truc, jusqu'en Perse là-bas, chaque fois dans les mouvements de colonisation, de phagocytose, des cultures voisines ou des civilisations voisines, ça passe toujours par la fabrication d'une espèce d'élite locale qui est un pont entre l'envahisseur et les envahis, toujours. Et ça marche, ce processus marche dans la colonisation, dans l'esclavage et tout ça. Et d'autant plus que l'école publique, après on va en reparler, obligatoire, là, en France c'est pas vieux. Hein. En France c'est Jules Ferry, c'est 1872, 73. Le truc commence à marcher vraiment en 1880. Ça commence à peu près à marcher en 1880. Et puis, donc, la colonisation, on va dire en 1910, les colonisés, ils ont quasiment le même temps d'apprentissage de l'éducation nationale que le français. On oublie de dire ça. Ils sont au même niveau de trucs. C'est pour ça que les Senghor là peuvent être bons. C'est vrai, hein. Ils viennent pas de... Je ne souffrais pas en comparant ça. Non, t'inquiète pas. Tu vois, donc ces gars-là, l'école, le missionnaire, le marabout, ils fabriquent une bourgeoisie locale qui a les codes et les moyens de l'envahisseur. Qui se comporte comme lui. Donc ils fabriquent de la négritude et du cliché exotique. Par exemple, moi je me souviens, moi j'ai étudié la négritude et tout ça à l'école. Ils nous ont imposé ça, les salauds. Mais c'est pas grave. J'ai étudié des poèmes de Césaire. Quand il parle de la femme, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est humiliant, quoi. C'est judéo-chrétien. Moi, qu'est-ce que c'est judéo-chrétien? C'est fou, quoi. La position de la femme, machin, qui est l'abnégation, le truc au service de la famille, tout ça. Ma grand-mère, elle a chassé 4 maris de sa maison. 4 maris, ma grand-mère. Chez les Akans, l'héritage est avinculaire, l'héritage est matrilinéaire de type avinculaire. Tellement c'est poussé loin l'idée de mettre que c'est la femme qui tient la société. Tes héritiers ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de ta sœur. Tes neveux, les enfants de ta sœur ou les enfants des frères ou des sœurs de ta mère. Mais c'est quand même les fils, si j'ai bien compris. Dans le livre, non? Finalement. Non, c'est pas les filles. C'est pas les filles, mais celle qui porte l'héritage, ouais, c'est la femme, donc ça compte. Oui. La clé, c'est... On est à la moitié du chemin. Ben oui, on se partage des trucs, mais voilà. mais dans une telle société, il n'y a pas d'hégémonie masculine terrible. C'est pas le truc patriarcal de l'église avec le prêtre en haut, là, non. On peut pas inventer la poésie de Senghor sur les femmes, là. C'est forcément un regard judéo-chrétien. Il y a de ces poèmes sur le soleil, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Mais un négro normal ne peut pas écrire un poème sur le soleil. C'est pas possible, c'est pas possible.
moi, j'imagine pas un gars ici faire un poème sur le froid de l'hiver. Oh, froid, hiver glacial. Quand je rentre à la maison, mes pieds gelés. Oh, c'est magnifique. Comment ils deviennent bleus. Impossible. C'est impossible. Il a trouvé qu'à Paris. C'est trop contingent. Le soleil, bordel. Mais, le soleil. Mais les nègres ne se mettent jamais au soleil. Mais jamais. Moi, la plage, quand j'ai vu la plage ici, j'ai dit, mais ils sont malades ou quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est un truc bourgeois. Qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? C'est pas possible. Le soleil, ça te fait chier, le soleil. Il fait trop chaud, il y a les bestioles dans tous les sens. Non, les plantes ne poussent pas, la récolte est mauvaise. Le soleil, c'est la catastrophe. Le beau temps, c'est la pluie. C'est aussi simple que ça. Le beau temps, c'est la pluie. Un poète nègre normal, c'est le beau temps. C'est la pluie. Mais lui, j'ai dit, t'imagines le Normand en train de faire des poèmes sur la pluie. Et c'est là que tu vois la fabrique à bourgeois européen. C'est là que tu vois la fabrique à bourgeois. Et donc, il nous ramène ces clichés-là. Et donc, les bouquins de ses potes, aujourd'hui, quand tu les... Ils sont illisibles aujourd'hui. Illisibles. Camara Lai, c'est illisible. Léon Gontran, ouais, Damas, ça va. Lui, les trucs. Il est guyanais. Il est guyanais, donc. Les gars des... Césaire, non, mais ce qui les sauve, justement, ce qui a sauvé Césaire et Damas, c'est le fait d'être des Américains, en fait. D'être partis. D'être des Africains originaux, mais c'est une théorie. Ça, je peux mettre... Je vais écrire un essai dessus. Ah oui. Bien sûr, je vais écrire un essai pour savoir... Tu me fais penser à une petite chose. Je suis colombien. Ouais. Il y a un écrivain noir, notre, qui était en Afrique dans les années 70, un petit peu, 75. Et lui, il est retourné en Colombie en silence. Il n'a jamais parlé de ce qui s'est passé en Afrique. Il n'était pas reconnu comme noir. Ah, bien sûr. Il n'était pas reconnu comme noir en Afrique. Il retournait en Afrique pour trouver les racines de notre origine, un petit peu qu'ils étaient. C'est à cause de Senghor. Voilà, ma question c'est un petit peu... Tu viens plus comme un écrivain post-colonial, ou comme on appelle en Amérique latine, les tours post-colonialistes. Décolonial, les tours décoloniales. Non, pas du tout. Mais... Pas du tout? Ouais, moi je veux même pas colonial dedans. Parce que je ne crois pas à la colonisation française en Afrique. Donc, là c'est pas seulement la notion française, c'est en général. En général, oui, parce que nous, l'Amérique, ce sont des colonies. C'est que les colonies. Et pour le coup, oui. C'est dit vraiment, il y a eu un vrai déplacement de population, y compris les Noirs, en Colombie, par exemple. Bon, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Je vais me concentrer. Ah non, mais j'adore l'idée qu'on ne parle pas du tout de l'histoire. Ah bah oui, non mais c'est très bien. Mais moi aussi, je fais en sorte que ça se passe comme ça. Parce que, bon allez, on va régler ça. Parce que je fais confiance. En fait, si tu avais soufflé la question sur Césaire, je fais absolument confiance à l'intelligence du lecteur. Ils se prennent vraiment pour des grands, hein, les auteurs, là, ils racontent n'importe quoi. Non, c'est quand tu écris, là, même dans le trou du cul de Côte d'Ivoire, là, que tu sors des subtilités, si ça t'arrive, c'est parce que tu sais qu'on peut les entendre. Donc voilà, tu fais pas, ça vient pas de haut, hein. C'est un message diffus comme ça, donc moi je fais vraiment confiance. Après, il y a des trucs sur lesquels je peux donner des contextes, ça peut être intéressant, mais je sais que c'est passé. Hein. Donc tu vois, je ne suis pas du tout un post-colonial, parce que ce qui s'est passé en Afrique, là, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé en Amérique. C'est pas tout à fait pareil. Tu vois, voire même, c'est très différent. Et moi, j'ai un tropisme naturel avec tout ce qui est brassé qui vient des Amériques. Les brassés. En Colombie, par exemple, j'ai découvert avec stupéfaction
les palenques ou les palenques. Oui, palenque. Les palenques. Palenque. Les palenques avec C'est stupéfaction. des- Ce sont des Noirs qui sont en Colombie, mais qui ne sont pas sur la façade atlantique. Ils sont de l'autre côté. C'est avec ceux-là que j'ai compris, j'ai relativisé l'esclavage. L'esclavage, c'est pour ça que le gamin, il dit, l'esclavage, c'est une notion de l'esclavagiseur. L'esclavagisé, là, il n'est pas esclave. Parce qu'il n'y a rien au monde qui peut rendre un humain esclave. Absolument rien, sauf la drogue. À part les drogues dures, il n'y a rien qui peut rendre un humain esclave. C'est-à-dire, sous la coupole, la dépendance physique, matérielle totale d'un autre humain. C'est impossible. C'est impossible. Surtout dans ce contexte d'exploitation coloniale, économique coloniale, en Amérique, dans les îles et tout ça, où les gars, ils viennent, les chaînes et tout ça, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est circonstanciel. Parce que le gars, quand il va se coucher, ou bien quand il ne te parle pas, ce qui se passe dans sa tête là, est libre. Totalement, mais totalement libre. Ben, je vais développer ma théorie. Oui, évidemment. Je développe ma théorie de pourquoi, c'est exceptionnel, hein, c'est mon prochain bouquin. Pourquoi les négros américains, on va les appeler comme ça, qu'ils soient métis, brassés, tout ce que vous voulez, pourquoi ce sont eux les champions du monde, de cette planète-là? Si un extraterrestre, on envoie un extraterrestre, il vient sur Terre, prélever des échantillons, un échantillon humain, pour aller rendre un compte-rendu fidèle à son pays. Donc ce qu'il va prendre, ce sont des éléments de civilisation. La civilisation, c'est quoi? C'est l'ensemble des cultures qui caractérisent à peu près un groupe plus ou moins homogène. Là, je ne veux pas être très strict dedans, mais plus ou moins homogène de gens. On est dans la mondialisation. Oubliez homogène. Oubliez plus ou moins. On est dans la mondialisation. On écoute tous la même musique. On danse tous les mêmes trucs. Au même moment. Au même moment, tu sais, les films sortent en mondovision, les tubes sortent en mondovision. Les livres sortent de plus en plus. En mondovision, ouais, bien sûr. Donc, tout ça, donc, quand il va venir, il va écouter du rock, du pop, de la pop, du jazz, des choses comme ça, du reggae, de la musique latino. C'est ça qu'il va prendre comme musique. La manière de danser, les 4 temps, la contremaîtrise de tout ça, c'est ça qu'il va prendre comme truc. En oralité, tout ça, il va prendre. Ce sont les négros américains qui ont imposé ça à la planète. Ça ne pose pas de question, ça. C'est complètement dingue que les gens qui ont été les plus fouettés, sauvagement attachés, jetés dans les bateaux, déportés, fouettés pendant 400 ans, soumis aux États-Unis constitutionnellement, en ce moment, dans le Nevada, un noir, c'est un sous-homme. Ils n'ont pas encore, ça n'a pas encore sauté. Dans les années 70, encore, constitutionnellement, les Amériques étaient racistes. Je dis pas, je dis racistes. Et c'est la culture négro-américaine que toute la planète a. Ça ne pose de questions à personne. Voilà. Donc, je dis pas que je ne nie pas l'esclavage. Hein. Je dis qu'il y avait l'esclavage, mais que les hommes étaient libres. En Guyane, il y a un truc célèbre, il y a un truc. J'aurais dû retenir la formule antillaise, elle sonne mieux. La formule créole, elle sonne mieux. On dit par 16 ans de pluie, un nègre qui a 50 mètres d'avance est un nègre libre. C'est la Guyane, c'est un continent énorme. Les phénomènes de quilombo, ou bien de nègres marrons, les gars, les palenqués, ils ne sont pas venus directement par le Pacifique, ils sont venus par l'Atlantique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont traversé la forêt, la même forêt qu'ils ont chez eux. De toute façon, ils étaient libres. De toutes les façons, les hommes sont libres dans les têtes. Donc ça m'a posé une question énorme de me dire, ah ben oui, donc ces négro-américains hein, qui ont des raccourcis intellectuels pas possibles, hein, I'm black and proud, moi ça m'énervait d'entendre ça. Mais ça a un sens chez eux. Mais ça dit pas, ça parle pas de couleur. Jamais ça ne parle.
Avant, je croyais. Mais jamais, en fait, eux-mêmes ne parlent de couleur. Mais ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Ils parlent de culture en noir. Quand ils disent I'm black and proud, ils parlent de culture. Tu les vois, ils sont tous plus ou moins noirs, plus ou moins blancs, mais ils disent I'm a negro afro-american. Mohamed Ali, son grand-père était blanc, irlandais. Jamais il parle de son grand-père. Il dit toujours I'm a negro afro-american. Malcolm X, tous ces grands porteurs de la pensée colorée, qui disent noir, non, séparation, ils ont des parents blancs. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Comment ça se fait que ceux-là, c'est là qu'on voit leur liberté. Là, dans la boîte de Bergerac, là, on va danser comme des Américains noirs tout à l'heure, si on va en boîte. Attends, Non, on va je vais en mettre la petite. Je laisse causer, hein, je vais faire le service. Du blanc, hein. Ouais. Ah oui, non. Et voilà où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que l'esclavage, là, comme c'était un truc de blanc mâle, il y a des kilomètres de psychanalyse à faire sur ce truc-là, mais bon, je parle juste des conséquences. Comme c'était un truc de blanc mâle, l'idée c'est que le mâle blanc peut copuler avec j'utilise le terme d'époque, hein, avec la négresse esclave, mais le contraire n'est jamais possible. Donc tous les brassés d'Amérique, à 99% sont les enfants de leur maman. Ça devient encore plus intéressant. Ça devient encore plus intéressant. Ils sont tous les enfants de leur maman. Et c'est la maman, elle est noire. Toujours. Peu importe comment le père peut être, mais la maman, elle est toujours noire. C'est les esclaves. Corvéable à merci, excusez-moi, baisable à merci. D'accord? Donc toujours, elle est noire. C'est la maman qui transporte le truc. La maman africaine de l'époque. Donc, quelle maman noire on envoie là-bas? Là, ça devient intéressant. L'Afrique de cette époque, du 15e siècle, c'est pas l'Afrique. L'Afrique dont moi je viens, d'où je viens, c'est une conception politique, intellectuelle, philosophique, européenne. Mais pas celle du 15e siècle. Quand ils sont arrivés là-bas, les Blancs là-bas, d'ailleurs c'est super intéressant, les premiers textes des Normands, là, des marins normands, quand ils vont là-bas, ils écrivent des textes sublimes sur la rencontre entre les gens. Il n'y a pas de racisme dedans. Ils sont sublimes. Et en fait, tu reviens 50 ans plus tard, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et que les gars s'imaginent le commerce triangulaire, ça change. Ils ont besoin que les gens soient des sous-hommes pour pouvoir les exploiter. Même les gars le plus cynique, il a un peu de cœur quand même. J'ai dit, bon, je ne vais pas l'exploiter comme ça, je vais quand même dire que c'est un sous-homme. Comme ça me donne le droit de l'exploiter, de le fouetter, de l'arracher de sa famille, le mettre dans un bateau et puis le jeter là-bas au nom de mes aristocrates et bourgeois qui veulent du sucre et du poivre chez eux. Comme ça, je vais me faire un peu d'argent. Au passage, les Indiens aussi, ils n'y ont pas mis du leur, ils crevaient trop facilement, et puis ils avaient beaucoup d'or, hein, donc eux, comme ils sont morts vite, l'affaire était réglée. C'est un génocide incroyable. Donc il n'y a pas de discours raciste ou raciste avant Christophe Colomb, avant la découverte de l'Amérique, avant le capitalisme. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Et d'ailleurs, pour aller... Au Portugal, il y en avait plein, hein, des bourgeois négros. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est pas là. Oui, ils étaient chevaliers. Voilà, il y en a plein. Dans toutes les couches sociales. Toutes les couches, exactement. Donc, c'est quand le truc, la pompe Afrique commence, là, que ça part en sucette, dans le délire identitaire. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a la possibilité de se faire de la maille, il y a ce truc absurde du délire identitaire qui apparaît. 1871,
1914, on croit que personne ne sait pourquoi les gars ils font la guerre, 1936, etc. Là, en ce moment, c'est l'explosion du capitalisme. C'est bizarrement, c'est le moment où tout le monde pose la question de l'identité, les partis populistes et tout. Chaque fois c'est comme ça. Ça devient... Tu fais encore, il faut encore en 1914, c'est pareil quoi. Mais c'est à cause du conseil d'administration. Bon ça c'est autre chose. Bah oui c'est ça c'est autre chose. On en revient. On en reviendra plus tard. On reviendra dessus plus tard. Et les textes racistes commencent après. Ils sont de tout ordre. Même au début du 19e siècle, les textes de la bourgeoisie anglaise, les grands tenants de mines, là, comment ils parlent des mineurs du nord de l'Angleterre. Tu changes les noms seulement. Tu mets Afrique. C'est exactement les mêmes discours. Des sauvages, impossibilité de comprendre, insensibilité. Ils sont plus forts, ils sont plus costauds que nous. Donc ils supportent plus la douleur, la souffrance, etc. C'est exactement les mêmes termes. Bon, je ne reviens pas dessus, on est d'accord dessus. Donc cette Afrique du 15e siècle, c'est pas une conception, c'est pas ce truc d'où moi je viens. C'est pas ça encore. Quand les gars ils arrivent là-bas, ils ne voient rien, ils ne voient aucune trace de civilisation. Ça fait partie des choses pour lesquelles ils disent ah ben oui, mais c'est des sauvages, ils savent rien faire. Ils n'ont même pas inventé la roue. Dans la forêt, là, il n'y a pas de roue chez nous, il n'y a pas de terme pour... Qu'est-ce que je vais inventer une roue alors que j'ai le truc tout à portée de main? On invente que... Bon, enfin bref. Donc ils n'ont même pas inventé la roue. Il n'y a rien, il n'y a aucune trace de civilisation. Quand on vient ici, l'église juste en face, monumentale, et blablabla, les grandes voies romaines, tout ça, toute cette construction, oh putain, ça c'est de la civilisation. Mais là-bas, non, ils sont dans la forêt, dans des huttes, il n'y a pas de civilisation. Or, il y a les pyramides en Égypte. Il y a ce qu'on appelle Zimbabwe, le Monomotapa, il y a des espèces de grandes murailles là-bas. Oh oui, d'accord. Mais bon. Ah, ouais, déjà même, il dit c'est peut-être des blancs. En Égypte, c'est peut-être des blancs qui ont fait ça. Mais... Alors je vais citer un autre... Cheikh Anta Diop. Oui, bah oui, mais je vais pas en engueuler encore. Bah oui. Mais c'est évident. Cheikh Anta Diop, voilà quoi. Il disait que les pharaons étaient tous... Oui, mais c'est même pas lui qui disait ça. Pardon. Mais c'est même pas lui qui disait ça. De la fosse, dont j'ai un peu utilisé la vie pour décrire le parcours, là, Maurice Delafosse, déjà, il parlait de ça. Donc, bien avant lui, quoi. Les gens, Cheikh Anta Diop, il en a parlé pour dire « je suis noir et fier », pour démontrer aux gens, justement, qu'il y avait de la civilisation en Afrique, parce qu'il y avait les pyramides aussi. D'accord? Pour démontrer à ses collègues blancs, quoi. D'ailleurs, lui, il était physicien, chimiste, et tout ça, et avant de faire son délire historique. Donc voilà, il pouvait... Ouais, mais... Donc lui, il a eu à cœur de démontrer ça, pour dire que nous aussi, quand je dis nous, l'Afrique avait la civilisation, alors que moi, je dis non, justement. Il n'y a pas de trace visible. Donc, elle est où la civilisation? Pourtant, la civilisation, elle est évidente, elle est là. Eh bien, c'est ce que moi j'appelle la plasticité africaine, de la civilisation africaine. C'est un truc qui n'est pas fait pour être porté par des cathédrales. Je pense qu'ils ont arbitré entre le matériel et l'immatériel, et eux ont choisi l'immatériel. La cathédrale, une fois qu'elle est là, tu vas venir faire la même chose tout le temps. Elle est là, elle ne va jamais bouger. Alors que là-bas, tout le monde bouge tout le temps. Les Bantous ont 200 ans, ils sont répandus partout, tout le temps. Dès que tu vas chez quelqu'un, ah ça va, vous êtes ici depuis quand? Ah mais non, mais moi en fait, nous on était là, avant mon grand-père était là-bas, ça bouge tout le temps. Donc ils n'avaient pas besoin de ça. Donc ce que la civilisation africaine, c'est un truc qu'on met dans les têtes et dans les ventres. Les cathédrales sont dans les ventres des gens. Les églises sont dans les ventres des gens. Le chant, la danse, tout ce que la cosmogonie, c'est dans le ventre et les têtes des gens. D'ailleurs,
c'est la mode en ce moment, le truc de ramener les statuettes. Les renvoyer. Mais moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Qu'ils les gardent. Qu'ils les gardent, ce sont des objets d'art européens. Ça n'a plus rien à... Mon grand-père, je sais qu'il a sa culture là, il n'en avait rien à foutre de la statuette là pour la transmettre. La statuette était un médium, un moyen, ce n'était pas une finalité. Ce sont des objets morts. Quand il fait des trucs en bois, quand il fait des trucs en bois, ça va, dans la forêt, il y a 100% d'humidité. Ça va pas faire 3 ans, tu sais ça. Donc, même si la manière dont tu tailles ça est géniale, mais tu sais que c'est pas pour tout. Ce que tu transmets, c'est autre chose. Ah, ça devient de mieux en mieux. C'est dans les ventres et dans les têtes. Donc, cette civilisation est tellement plastique que je vais vous dire un truc choquant. C'était la seule sur cette planète-là à pouvoir subir l'esclavage sans se perdre. C'était la seule possible. La preuve est là. C'était la seule possible. Donc ceux-là, les vrais là, les négros, moi je ne les appelle pas les Africains, les vrais négros, les négros là, les parents de celui-là, ceux-là qu'on a attachés, humiliés, on les a sélectionnés même de façon naturelle, en ne permettant qu'aux plus forts, les plus forts, c'est pas ceux qui sont les plus forts physiquement. Tout le monde sait que si on se perd tout de suite là en altitude, les jeunes de 25 ans là vont crever avant nous. C'est parce que c'est la tête qui fait vivre. C'est la tête qui fait vivre. La culture là, c'est ça qui fait vivre. Et donc, ils ont sélectionné les plus forts civilisationnellement en fait. Parce que ce sont ceux-là qui survivent. Parce qu'ils ont des raisons de vivre. Ils ont fait ça pendant 400 ans. Ils ont fouetté les gens, ils n'ont pas pu les soumettre. Impossible. Donc ils ont les petits trucs de merde, de musique, de valse, de merde, quand on les envoie, on leur envoie. Mais c'est un truc, c'est primitif. Le 3 temps, c'est primitif. C'est primitif. Ils prennent ça, bim, ils mettent ça en 4 temps. Non, c'est pas suffisant. Ils mettent ça à contre-temps. Ah bon? Oui, ils sont agiles des mains, on ne sait pas comment ils font. Le gars, il devient boxeur. Non, son objectif, c'est pas de boxer quelqu'un pour le mettre KO, il veut le faire en dansant. Tu dis, mais ils vont chercher ça où, les gars? Ils sont fouettés à longueur de journée. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, mais ils se sont réfugiés dedans. J'ai dit non. Et qui m'a répondu, mais et Jésus, ils sont très chrétiens, tout ça. Je dis, mais putain, mais c'est pas Jésus leur problème. Moïse et sa bande et tout ça, ils en ont rien à péter. Ce qui est important pour eux, c'était la religion tout court. Ça fait partir de leur truc. C'était pas Jésus. C'était pas Jesus. C'est Jesus. C'est pas Lord, c'est Lord. Tu vois, le dimanche, quand ils vont en Colombie, c'est une messe à l'église. Regarde toutes les statuettes de vierges, tout ça. Comment ça se fait que les gars ils amènent ça là-bas? Tous ces trucs au Mexique. Tu vois, en fait, chaque fois qu'il y a des négros, il y a plein de trucs en Haïti. Ils ont ramené l'immatériel là-bas. Et ça, on peut pas l'enlever. Donc ce sont les Africains originels. Et nous, les gars, ils nous ont envoyé Senghor. Ils nous ont envoyé... ils nous ont envoyé ça, et c'est resté sur nous. On survit bien, bonnement, malin, mais ça fait, tu vois, voilà, eux, c'est les meilleurs qui sont partis là-bas. J'étais à Niger, et Angola et Congo. Quand on parlait avec les gens locaux,
jamais ils ont entendu de l'histoire de l'esclavage de la diaspora. Jamais. Ils ont entendu. Jamais. C'est nous, en C'est Amérique frustrant. latine, on le discute, on le lutte, on fait des philosophies autour Tu vois. sur l'esclavage. Très bien. Maintenant qu'en Afrique, on dit pourquoi ils nous ont oubliés. Ah. C'était un petit peu la question qui m'a restée. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui partent, ceux qui perdent la terre, savent garder le territoire. C'est ça, c'est pour ça. Pendant 2000 ans, les Juifs, ils ont bu le verre comme ça, en disant à l'année prochaine à Jérusalem. 2000 ans, ils ont fait ça, les gars. C'est redoutable. Ils s'en foutaient de Jérusalem, ça compte pas. L'État d'Israël, c'est un truc d'hérétique. Eux s'en foutaient de Jérusalem, en fait. Ce qui était important, c'était que ce soit dans leur tête. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais perdu leur culture. Pareil, comme les négros, là. Ils ont été fouettés, ostracisés, et mis en marge du truc. Ceux-là savent garder ça. C'est pour ça que c'est vous les champions. Mais pourquoi, alors cette histoire, pour en revenir aux statuts qui sont rendus, Ouais. là, peu importe les objets, est-ce pas un symbole de changement de cap? Non. 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 Attends. Alors Non, mais au contraire, c'est un symbole d'affermissement. On ramène ce sont des objets culturels européens qu'on ramène en Afrique, dans des musées, pour qu'ils regardent l'art comme des Européens. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et tu sais quoi? Ce qui est intéressant, moi chaque fois que les gars commencent à faire ils sortent des symboles un peu forts comme ça, je regarde tout de suite le Dow Jones, les machins comme ça. J'ai regardé le prix du marché de l'art. Oui, bien sûr. Depuis une semaine, ça a explosé. Ils se frottent les mains. Les statuettes qu'ils rendent là, ce sont des statuettes invendables. Trop connues pour être vendues. Mais toutes celles qu'on ne connaît pas. Ils se frottent les mains. Et il y a les Felwin Stars, les descendants de Senghor là, qui font des jolis textes pour dire comment c'est beaucoup, comment c'est vachement bien, que l'Afrique va se réapproprier sa culture. Oui, mais Achille Mbembe, par exemple. Non, ils sont pareils, ils cherchent à décoloniser les trucs. C'est le même club. Hein. C'est le même club, je te dis. Ils sont bien, c'est des gens brillants, comme Senghor. C'est des gens brillants, ils travaillent au service. Leur truc, c'est la bourgeoisie européenne. Tu es un petit peu sur la pensée des Gramsci, parce que tu dis un petit peu sur Des quoi? Gramsci. C'est qui ça? En italien, Le fondateur du Parti communiste. Moi, je suis pas un intellectuel. Bon, c'est voilà, pour non, ça qu'il y a- parce que lui, il a un petit peu dit, c'est tous les intellectuels, n'importe quelle origine, ils vont devenir totalement part de l'hégémonie, soit les pouvoirs qu'ils soient. Dans ce Ouais. cas, l'hégémonie blanche, dominante, Ouais, c'est capitaliste, qui détermine la fonction de comment tu dois penser et même comment tu dois décrire l'art. Très, très bien, c'est ça. Achille Mbembe, c'est le roi des études post-coloniales. Ah oui. C'est- C'est ça. Vous voyez, dans post-colonial, il y a toujours colonial. Il y a toujours. Moi, j'habite à Grand Bassam. Hein. J'habite à Grand Bassam. Je suis arrivé ici, j'avais 29 ans. J'étais déjà complet. Je n'ai pas été formé ici. Voilà. Et j'habite à Grand Bassam encore. Et j'habite dans le village artisanal. L'année dernière, j'ai fait une expo photo là-bas sur les artisans qui sculptent des objets pour les vendre aux touristes blancs. Oui, ils font ça. Ils font ça très bien. Ils font ça très bien, selon des règles de tradition ancestrale. Mais ils font des Tintins. Ils sculptent des Tintins, des Chirac, des Kalachnikov. Vous savez pourquoi? Parce que qui va acheter leur truc, ce sont les soldats des forces françaises. Ce sont leurs principaux clients. Donc les soldats de la force licorne qu'on a envoyés pour imposer le président que Sarkozy a envoyé, voilà, ce sont ceux-là qui sont les principaux clients de l'artisanat, parce que moi j'appelle ça artisanat. Tout ça, j'appelle ça des objets d'artisanat. L'art, c'est une conception capitaliste. Hein.
Moi, je suis un artisan, un vendeur d'humour à la petite semaine. D'humour et de l'intelligence à la petite Je vais semaine. en faire un coup de cœur. Et donc voilà, donc ils vendent ça à ces gens. Tu vois, donc vous voyez un peu dans quelle absurdité on est. Et il ne reste plus que les champions du monde, les négros américains. Voilà. Parce que justement cette culture est tellement forte, puisqu'elle vient des tripes. On ne peut pas l'emballer, on peut pas le truc. Ils créent chaque fois un nouveau truc, ils n'ont plus les moyens. Ils n'avaient plus rien. Dans la pauvreté, ils avaient été fouettés dans les années 60. Le hip-hop est sorti de là. Le hip-hop, si ce n'est pas de l'épopée mandingue, je ne sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas de la grande oralité profonde africaine, je ne sais pas ce que c'est. Je suis parti à New York il y a un mois. Je vous jure, ça m'a sauté à la gorge. C'est pour ça que ce sera mon prochain bouquin. Je vais faire une non-fiction, narrative non-fiction. J'ai vu mes cousins là-bas, Sauf que quand il ouvre la bouche, c'est un Américain, peu importe. Tu vois. Le dernier des junkies, au fin fond de Brooklyn, c'est l'être le plus abouti, le plus accompli de ce qu'on peut représenter comme humain sur cette planète. Point. Il n'y a pas de discussion, c'est ça. Pourtant, tu dis que la drogue, c'est le seul truc qui peut Ouais, rendre esclave, quoi. Oui, non, mais c'est pas une contradiction, mais c'est pour dire que même le moins bien de ces gens-là représente ce qu'on fait de meilleur sur cette terre. Et en tout cas, il est le représentant de ce qu'on fait, de notre civilisation. Respect. Donc c'est complètement du pipeau quand on dit, voilà, bah, tout ça, ça représente l'histoire de l'Afrique qui est... Oui, ça représente l'histoire. Qui est en Europe ou qui est partout ailleurs sauf en Afrique et que... Parce que l'histoire est immatérielle. Et quoi? L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire, non, mais parce que tu dis que l'histoire, en fait, vous la portez là, elle est immatérielle. Elle est immatérielle. Elle est Et immatérielle. les vainqueurs ont cru écrire Ils l'histoire. mettent des mots dessus. Ouais. Ils ont cru écrire l'histoire parce qu'ils font leur bouquin. Mais qu'est-ce qu'ils font de Miles Davis? C'est pas prévu dans leur truc. Michael Jackson n'est pas prévu dans leur truc. Snoop Doggy Dogg n'est pas. prévu dans leur truc. Bob Marley n'est pas. Bob Marley, c'est son papa qui est blanc. Il a des frères blancs irlandais. Tout ce qu'on fait de plus irlandais. Sa maman, elle a le gros tarin de ma truc. C'est quand si elle vient à Abidjan, qu'on la pose là, qu'on dit rien, on va lui parler en bambara, en nati ou bien sans problème quoi. C'est tout, et ce sont elles qui ont porté cette immatérialité-là, les femmes là. Les femmes négros de cette époque-là, les femmes négros, voilà, qui ont transporté ça avec l'esclavage là-bas. Et c'est toutes ces contenances que j'expliquais là, ont fait que cette culture-là a triomphé, et la plus forte. Pourquoi ça a triomphé en fait aussi? Après on peut se poser la question, est-ce que c'est pas parce que c'est la culture qui est la plus proche de notre essence, de notre quintessence à tous. Cette manière... Moi, les gars à Lascaux, là, la grotte, là, quelque part, il y a combien de millions d'années? 20 000. 20 000 entre 20 000 et 30 000. Là, à cette époque-là, il y a 20 000 ans, ça devait pas rigoler là-bas. Hein. Il devait avoir des animaux bizarres. Toute la nature devait être liguée pour ne pas que ces gens-là soient là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils vont dans la grotte? Ils font des dessins. Ils font des dessins. C'est pas beau ça? C'est totalement inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne donne pas à manger. Mais ils font des dessins. Donc en fait, ça pose la question. Ils ont pour vivre là. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de beauté et de ravissement. Et c'est ça que les gens ils ont transporté. C'est ça que René Ménil là. C'est ça le fond de son discours. Avec son truc. Légitime défense. Tu crois que ça s'appelle. Tu as l'impression qu'ils vont sortir le gun.
ils sortent la beauté, le racisme. C'est pour ça que les Noirs américains sont les représentants les plus aboutis, les mieux de toute l'humanité. Une autre question, s'il vous plaît. Mais comme tu dis, les négro-américains, là, en ce moment, ils ne se perdent pas dans ce capitalisme maintenant américain. Leur but, c'est pas justement de grimper dans ce... Oui, mais ça, c'est leur problème. Ça, ils font ça comme ils veulent. Mais ce qu'ils donnent, là, c'est nous qui devons leur rappeler ça. Mais en cela, ils font... Pourquoi ils vont être exceptionnels? C'est bon, ils ont déjà gardé le truc pour nous. On va leur dire merci d'abord. Et puis on va voir comment on les gère plus tard. Ils ont gardé le truc pour tout le monde. C'est pour ça, c'est hyper important, tu sais. La musique africaine d'aujourd'hui, là, bizarrement, elle est inspirée par les États-Unis, par l'Amérique latine, c'est fou, hein. Mais quand ils ont décidé de jouer de la musique comme des Blancs, avec des instruments, des guitares et tout ça, ils ont regardé, ceux qui étaient là-bas, c'est ceux-là qui font un truc qui ça nous ressemble. Et pourtant, c'était pas gagné, hein. C'est la première musique occidentale qui arrivait en Afrique, c'est la musique militaire. Mais le clairon, on l'attend pas, là. Ah, c'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. C'était ça le truc, en fait, de dire que c'était une manière pour moi de rappeler que la première musique qui arrivait en Afrique, c'est la musique militaire. C'est vraiment la musique militaire, quoi. Et ils étaient fous, hein, les gars, ils devenaient dingues quand ils voyaient les gens jouer du clairon. Ou bien de... Comment le gars il fait? C'est le tambourin, là, le tambourin. Tu prends le gars... Hier, t'avais... D'où tu sors ça, mon gars? Eh ben, c'est ça, la cathédrale, là. C'est ça. Quand on dit, ils ont le sens du rythme des Noirs. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. C'est la cathédrale avec laquelle je me promène. Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça. Même ici, tout le monde n'est pas catholique. Donc, on s'en fout. Mais c'est ça le truc. C'est un peu ça. Ouais, donc voilà. Ouais, je suis hyper étonné. Je peux me permettre de te tutoyer? Tu fais comme tu veux, mais moi, je te tutoie. Je suis hyper étonné que Conrad a sorti la référence à Gramsci. Et quand j'ai lu ton bouquin et que je t'écoute, c'est du Gramsci. Je vois Gramsci face à moi. C'est vraiment l'incarnation. Mais tu connais pas, c'est-à-dire que c'est hyper cool parce que finalement c'est aussi très bourgeois de se référer à Gramsci. Paradoxalement, c'est un communiste, marxiste. Ah bon? Ouais. Et c'est un gars qui a bien souffert. Quand il parlait, j'ai dit, mais le Colombien il a des problèmes ou quoi, Gramsci? C'est ce que je me suis dit. Non, mais c'est hyper. Et c'est d'autant plus. Moi, je trouve ça d'autant plus marquant. Je lis le bouquin et je me dis, moi, c'est quelqu'un qui veut contrer ce qu'il appelait un hégémon, une hégémonie. Tu veux amener à une nouvelle façon de penser enfin pas la colonisation, mais ce qui s'est passé à ce temps-là. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le double rapport, c'est-à-dire le blanc en Afrique et le noir en Europe. C'est le côté, justement, cette espèce de problématique de cette recherche de soi, par le fait qu'on affronte justement cette complexité culturelle et qu'on veut la contrer par notre propre culture. Et par notre propre histoire. Et ça, mais vraiment, j'avais l'impression de dire Gramsci, quoi. C'est comme si Gramsci était... Mais on note que lui, il a parlé de... Tu vois, il a parlé de oui, quand on va en Afrique, on va chercher nos trucs, notre source, on va chercher en Afrique. Il n'a pas la tête de mon cousin, tu vois. Est-ce qu'il est parti chercher en Italie? Pourquoi il n'est pas parti chercher en Italie aussi son identité? Ça pose question quand même. Ils vont pas en Irlande. Ils vont. Tu vois, tu vois le gars, quand il vient à Abidjan, on l'appelle le blanc. Quoi. Bon, en fait, moi, ma tante, elle est super claire de peau, elle est plus claire de peau que mes enfants qui sont des brassés. Je dis pas métis, hein. Je dis mélano-brassés. Ah oui. Bah oui, voilà. Bon. Donc mes enfants mélano-brassés sont plus sombres de peau que ma tante. Donc tu vois, je la regarde, je dis, mais putain, mais Rose, d'ailleurs, et en plus elle s'appelle Rose. Je dis, mais Rose, d'où ça vient ce truc que la moitié de la famille est si claire de peau? Elle dit, moi j'ai une idée, ça se trouve, quand on a traîné sur la côte,
Il y a toujours un blanc qui passe par là. Mais personne ne se pose la question, tu vois. Personne ne se dit, oh, mon identité blanche, qu'est-ce que j'en fais? Ils sont fous, quoi. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est un truc, c'est une espèce de truc c'est un peu asymétrique. Et on croit que c'est parce que les gens les ont fouettés, qu'il y a une espèce de rancœur contre la violence introduite en eux par la domination blanche. Mais non, tu peux pas dire ça, quoi, parce que tu es le résultat de ça. Tu peux pas décider de nier ça comme ça. Non, en fait, pourquoi ils cherchent pas ça? Parce qu'ils l'ont déjà devant eux. Ils l'ont déjà, en fait. Tu vois, lui, quand il est en Amérique latine, il voit ça. Il voit les Blancs, il voit l'Église, il voit ça. Donc ça ne lui pose pas... C'est son identité évidente est là. Même s'il vient, tu vois, même s'il vient d'Europe, il va voir à peu près la même chose. C'est l'autre, là, la plus forte, la plus indescriptible. C'est celle-là qui pose le plus de questions. C'est celle-là qui a besoin d'une quête. Et c'est celle-là que tu exprimes le mieux dans ce qu'on sait faire dans le truc qui fait qu'on vit, là. Le truc immatériel qui fait qu'on vit. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On peut parler du livre, si vous voulez. Mais on a finalement vachement parlé du livre. Bah oui, l'air de rien. Les deux livres, je sais pas, ceux qui ont pu le lire, moins de vous payer, je pense. Mais vous avez eu la nature, en fait, de ce qu'on trouve à l'intérieur, et c'est peut-être tout l'intérêt. Vous racontez désormais l'histoire des deux personnages qu'on suit en parallèle. Je pense que ce serait assez ridicule. Ouais. C'est plus le sujet. Bah oui, c'est bien. En fait, le temps ne change pas. Ce qui change finalement, c'est les rapports, en fait. On voit bien que ça ne change pas, hein, les 100 ans. On voit bien que la couleur n'a aucune importance, qu'il y a 100 ans comme maintenant, ce qui est important, c'est la classe, quoi, pas la race. Voilà, au fond. D'autres questions? Et que quelle que soit l'idée qu'on porte, vaut mieux le faire avec une langue. Donc une langue, c'est l'expression de ce truc complètement immatériel. C'est cette manière de s'approprier les codes qu'on a, cette volonté de passer une pensée, de passer une pensée. Je peux dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais ça, j'ai pas besoin de te dire ça à toi. Parce qu'on a le même cerveau. Mais par contre, si je trouve un moyen un peu plus intéressant, je t'attire à quelque chose de... Je t'aspire vers le haut. Donc si je t'aspire tous les deux, on y va, quoi, en fait. Voilà. Et c'est ça sera un bouquin, finalement. C'est une collaboration entre tous. Pour finir, je vais parler de... Comme on a parlé d'art, je fais jamais deux fois la même chose. C'est dingue, ça, c'est cool. Comme on a parlé d'art, je vais vous parler des masques qu'on appelle les masques en Afrique. D'accord? Les masques, c'est bon, voilà, ces trucs-là, ces objets-là, c'est souvent des masques. C'est souvent des masques. D'ailleurs, le terme français, ou anglais même, veut dire à peu près la même chose. Un masque, c'est-à-dire que... Parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Quelque chose qu'on prend pour cacher la figure. Alors que c'est pas la figure que le masque cache. Le masque, c'est une transformation. Il ne cache pas. C'est un objet de transformation. Et quand le gars, il est là, le gars qui porte le masque là, il n'y a pas un seul mot dans toute l'Afrique pour désigner le mot art. Il n'y a pas. Il n'y a pas. En Asie non plus d'ailleurs. J'ai lancé le truc sur Facebook, Twitter. Ils ont sorti tout ce qu'ils voulaient. Non. Ouais, c'était pas ça. Vrai. Pas un seul mot. Même les maisons américaines où là les noms de art. En Asie non plus. Et parce que c'est pas parce que ça n'existe pas. C'est parce qu'on ne nomme pas l'évidence. On considère que tout le monde est art. L'une de mes scènes que j'ai
pris le plus plaisir à écrire, c'est la scène de la fête, là. Bon, c'est pas parce que j'aime la fête seulement. Non. Quand elle se passe à la Linde, notamment. Oh, ouais. Et il n'y a pas un seul mot pour désigner l'art. Parce que c'est évident. On ne nomme pas l'évidence. C'est l'indicible. C'est là, tu sais pas pourquoi. C'est là. Et quand vous voyez, ouais, c'est ça. Mais personne ne dit ce que c'est, mais c'est ça, c'est là. C'est magnifique ça. Et donc les gens, ils ont admis ça, ils acceptent ça. Donc ça veut dire que tout le monde a ça. On peut dire, toi t'es un chanteur, mais on va jamais dire que t'es un artiste. On dit, ah lui il sait danser. Ceux-là dans leur famille, qu'est-ce qu'ils dansent bien? Ceux-là ils savent sculpter. Ceux-là ce sont des forgerons, etc. Mais il n'y a personne qui est artiste. Ni d'ailleurs, ni même personne. Et donc, quand le masque, quand il y a une fête comme ça, tout le monde est artiste sur la place du village. Absolument tout le monde. Je n'ai jamais vu mes cousins répéter quoi que ce soit comme tout. C'est dingue. Vous êtes ensemble toute la journée, vous jouez au foot, vous allez au champ et tout ça. Et le soir, on sort les tam-tams, les gars, ils chantent des trucs. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible? C'est parce que c'est évident. Tu vois, ça fait partie du truc. Et donc, quand le masque apparaît sur la place du village, comme ça, il convoque tout. Il convoque le sculpteur qui a fait le truc. Il convoque le gars qui a patiné le masque. Il convoque du stylisme, modélisme. Parce qu'il y a ce truc-là, il a des trucs en raffia autour, il a des grelots. Il convoque ça aussi. Il convoque la danse quand il apparaît. Il convoque le chant. Il convoque les instruments. Il convoque l'oralité. Il convoque les esprits, la prière, tout ce que tu veux. Il convoque tout ça en un seul être. Et ça, là, c'est pas au musée d'Ikea Branly que c'est. C'est pas là-bas. Ce n'est dans aucun musée. Les musées sont des cimetières de l'art. La Joconde, c'est un cadavre japonais. Parce que c'est les Japonais. Ah, on voit que vous n'êtes pas parti au Louvre récemment. C'est un cadavre japonais. Et c'est pas ça là. Le gars qui appelle la Joconde là, il s'appelle Léonard de Vinci. Jamais il s'est dit qu'il était artiste. Jamais il s'est dit ça. Enfin, c'est eux qui ont commencé à se dire artiste. C'est eux qui ont commencé à signer. Ah, ils signent, mais c'est pas grave. Avant, on signait pas. Avant, on signait pas, mais c'est eux qui ont commencé à signer. Comme le sculpteur. Raphaël. Michel-Ange. Voilà. Et donc, voilà. Donc l'art là, est une part de nous tous. C'est pour ça que ce qui nous réunit le plus, encore une fois, c'est vraiment l'intelligence et la capacité de ravissement. C'est pour ça que ça peut, leur système là est tellement nul que ça va finir par péter tout seul. Nos petits-enfants vont se dire, mais vous avez pété les plombs au XXe siècle, au XXIe siècle. Ils vont nous dire ça. Ils vont comprendre le truc. Et la plus belle soirée que moi j'ai passée, c'est pas en dehors de celle-là. Non, je fais mon Alema Bonkou là. C'était avec. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai passé avec Jean Ziegler et Régis Debray. J'ai bien fait de te mettre devant les sciences humaines. C'est pas mal, non? Oui, pas mal. Avec Jean Ziegler et Régis Debray. On a dîné. Pas du tout un bourgeois, un kélo de bruit. Donne l'heure de leçons sur l'histoire. Attends, mais justement. Donc Debray totalement pessimiste, qui a tout connu, tout vécu, absolument tout. Et de fait, hein, aussi,
il est presque un vieux con. Presque. Mais non, j'ai dit, et leur femme. T'es pas un vieux con quand il y a ta nana. Jamais. C'est ça qui est important. En fait, il n'y a pas un gars qui porte seul une pensée. Quand vous êtes en couple, vous êtes deux à porter la pensée. Donc il n'est pas seul comptable d'être Régis Debray. Quand il y a sa femme là, il se passe des choses. Toujours. Voilà. Pareil pour Jean Ziegler, qui est exactement le contraire, l'opposé. Complètement dans la lune comme moi, totalement optimiste, toujours absolument, l'un de ses mots préférés c'est magnifique, magnifique. Chaque 2 phrases il dit c'est magnifique. Et ça me porte d'ailleurs dans ce jour-là, dans le même après-midi, quand il a dit « Oui, mais moi je suis marxiste-léniniste », il y a quelqu'un qui a dit « Ah mais non, pas deux dans le même après-midi, il y a Gauze, 2 heures plus tôt qui a dit ça, ça fait 30 ans on n'a pas entendu ça, calmez-vous quand même. » Et donc moi je viens d'Afrique, je respecte les hommes qui ont vécu. Donc l'autre, le pessimiste était là à côté, et puis il y avait ce grand optimiste là. Et ça marchait dans le sens de l'optimisme. Systématiquement. Ça marche toujours dans le sens de celui qui est le plus ravi. Toujours. Debray, il a beau dire, il a parlé du suicide d'Alain Day. Il dit, ouais, en août on était ensemble, tu vois, il dit des trucs incroyables. Oui, d'ailleurs, Ernest, quand il dit Ernest, il parle d'Ernesto. Voilà. Mais ce soir-là, ben, à la fin de la soirée, il a dit, ouais, ben, ça c'est magnifique. Quand il a dit c'est magnifique, ça résonnait tellement fort en nos oreilles que tout le monde a entendu Régis Debray dire, comme Jean Ziegler, c'est magnifique. Sur le 120e sujet de la soirée. Et là, je me suis dit, Jean Ziegler a totalement raison. Tout ce qu'on fait, c'est de faire en sorte de ne pas perdre les gens, les garder dans le jardin de l'intelligence et du ravissement, affûter leurs oreilles pour qu'ils entendent pousser l'herbe. Voilà mon mot de fin. Voilà, maintenant c'est l'heure de l'apéro. You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.